comment est-ce que ça s'est passé déjà? Vous savez, moi j'aime l'honnêteté dans tout ce que je fais. Sans le leadership de l'imam Dicko, il n'y aurait pas d'IM5. C'était la personnalité centrale qui pouvait rassembler tout ce monde hétéroclite. Vous voyez, un Omar Mariko avec son MDP ne pouvait pas accepter certaines démarches. Vous avez aussi la CEMAS qui était considérée comme religieux, déguisé en politique. Vous avez les FSD qui étaient considérés comme des anciens ministres de l'IBK. Et vous avez les MK qui étaient considérés comme extrémistes. Mais le peuple croyait au leadership de l'imam Dicko. Sans vraiment l'imam Dicko, on ne pouvait pas gagner cette bataille. Donc c'était l'imam Dicko, le leader principal. Mais c'est l'imam qui a appelé à sortir le 5. La date a été donnée par lui. Mais les organisations qui étaient là aussi, sans les rapports, on ne pouvait pas aussi mener une lutte politique contre Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que si les partis politiques comme FSD, si les mouvements qui avaient des partis politiques et aussi des associations sous le leadership de Cheikh Oumar Sissoko, alors on ne pouvait pas terrasser Ibrahim Boubacar Keïta parce que Ibrahim Boubacar Keïta avait été élu quand même démocratiquement, même si on peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde avait une raison de contester le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais avant la contestation du Troïka qui est devenu par la suite M5, mais l'imam Dicko, quand il était le président du Haut Conseil islamique, et j'étais à ses côtés en tant que chargé de communication, porte-parole au Conseil islamique, mais nous sommes sortis d'abord quand il y a eu les massacres de Ouagadougou. Et l'imam a appelé tout le peuple malien à dénoncer ces massacres et à refuser que le peuple s'entretue. À l'époque, paix à son âme, le Premier ministre que j'ai qualifié plus tard d'envergure Soumelou Boubé Maïga, refusait aux partis politiques de manifester sur le boulevard. Et c'est l'imam qui a dit que depuis quand on peut dire au peuple de ne pas sortir pour manifester dans un système démocratique alors dans ce pays. Donc il a dit que nous allons sortir. Et finalement, après toutes ces tractations, que Boubé avait interdit la manifestation, c'est juste à la dernière minute que le Premier ministre, avec son accord, que j'ai trouvé un accord avec le gouverneur d'alors pour la manifestation. Sinon, tôt le matin, Boubé avait fait sortir tous les moyens de l'État. Mais par la suite, il y a eu cette manifestation qui était la manifestation du 5 juin. Oui. Et donc, avant le 5 juin, que vous avez parlé du M5RP, mais il y a eu le 10 février. Bien sûr. Hein, pour les trucs de Maniel qui parlait de sexualité complète. Et puis ensuite, il y a eu le 5 juin où il fallait manifester contre les massacres de Ouagadougou. Donc, l'imam Dicko avait la paternité de l'appel de ces deux manifestations. Donc, le peuple était sorti, mais c'était pour, dénoncer en tout cas des torts portés à la religion musulmane. Deuxièmement, c'était pour dire non vraiment au massacre entre, en tout cas, nos différentes communautés que je ne vais pas citer les noms. Oui. Donc l'imam Dicko vraiment avait cette capacité de rassembler, et donc du coup, c'était déjà à son actif. Et donc c'était déjà deux grandes manifestations bien avant le Troïka qui est devenu M5. Donc sans l'imam Dicko, personne de ces chefs politiques ne pouvait appeler pour dire à Ibrahim Boubacar Keïta de partir. Mais le mérite revient au peuple malien et sous le leadership, en tout cas à son temps, éclairé de l'imam Dicko. Très bien. Maintenant, le mouvement était là, le mouvement a été mis en place. Maintenant, quelles étaient les diatribes que vous aviez contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta? Qu'est-ce que vous reprochez au président d'alors? Vous savez, je ne veux pas falsifier les rôles et les missions. À l'époque, je n'étais pas chef de parti politique, je n'étais pas chef religieux, j'étais au service de la religion, mais celui qui était mon mentor d'alors était l'imam Dicko. Donc du coup, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne vais pas remuer le couteau. Je suis là, juste là, pour quand même parler des faits marquants, sans rentrer dans des détails qui peuvent être polémiques ou sujets à interprétation. Je l'ai eu à dire à son temps que j'étais rattaché. Ça veut dire que tout ce que je disais
devrait être en tout cas dans cette dimension. Et s'il pouvait avoir peut-être que des ratés ou des excès, peut-être que pouvait être moi-même ma personne, mais dans l'idée générale, je pense que tous les Maliens le savaient, les hommes politiques le savaient, les religieux le savaient, que mes propos, mes prises de position étaient sous le leadership, en tout cas son temps, je précise bien, de l'imam Diko, qui était le président du Haut Conseil islamique, et que j'étais le chargé de communication et de communication du bureau exécutif du Haut Conseil islamique, en tant que président d'association islamique. Mais ma proximité avec l'imam Diko, ma complicité avec l'imam Diko, et puis son leadership était vraiment pour moi une vision et qu'il fallait en tout cas soutenir. Donc, mais du coup, vous reprochez quoi à Ibeka à cette époque-là? Non, ce n'est pas moi qui reprochais. Non, moi, j'ai dit que j'étais en mission. Il ne s'agit pas de vous en tant que M. Dim, il s'agit de vous en tant que M5RP. Oui, qu'est-ce que le oui, M5RP, le M5RP en réalité, hein? oui, chacun, je l'ai dit, chacun avait sa raison oui. de s'opposer à Ibrahim Boubacar Keïta. D'autres voulaient parce qu'ils ont compris que les résultats des législatives ils ont été floués. Donc pour certains, c'était cette raison. Okay. D'autres voyaient que malgré les difficultés que le pays traversait ou vivait, alors qu'il y avait certains comportements de certains dirigeants du régime, en termes de gabegie, en termes de malversation, notamment quand on a parlé temps qui a fait le tour du monde, les avions, faute de maintenance, les avions sont coulés au sol, donc on parlait de l'argent de programmation militaire. Donc tout ça était des raisons que beaucoup de Maliens ont estimé qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait plus continuer parce qu'il a montré ses limites pendant son deuxième mandat. Okay. Donc il y avait des politiques qui voulaient juste peut-être se positionner, d'autres pensaient de bonne foi qu'il faut qu'il parte, et les populations en tout cas étaient réceptives à ce message du départ, mais qui était demandé d'une façon démocratique, qu'il démissionne. Et donc par la suite, alors il y a eu peut-être que l'évolution des prises de position et aussi des intérêts, à un moment donné, je crois qu'il y a eu un troisième larron. C'était quoi le troisième larron? Le troisième larron, c'est les militaires qui ont en réalité, je ne vais pas me retrouver en prison encore, oui. Mais qu'en réalité, qui sont venus, qui ont pris le travail du peuple et l'ont récupéré. Parce qu'aujourd'hui, après la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, nous on a contesté. Ibrahim Boubacar Keïta nous avait reçus au palais, oui. Non, pardon, à la résidence ici, secondaire qu'il a ici à la base, oui. Pour parler quand l'imam avait été démarché, oui. Pour qu'on trouve une formule qui était un compromis, c'est-à-dire qu'un mémorandum. Donc, du coup, ça n'a pas abouti. La CEDEAO a intervenu, tout ça, la crise a continué. Et entre-temps, les militaires sont intervenus. Et ce qu'ils ont dit pour rassurer le peuple et pour aussi rassurer le M5, c'était qu'ils sont venus parachever. Et on a fait une dernière sortie au mois de septembre qui était que la lutte du peuple malien, menée par le M5RP, parachevée par le CNSP. Mais c'est parachèvement-là que c'est... Mais c'est ce parachèvement-là qui est confisqué. Ça vous a plu dans votre lutte? Non, j'ai cru de bonne foi. Vous savez, moi j'ai un défaut. Oui. Je suis direct et sincère. Et ça, en politique, c'est toujours été une faute. Parce que c'est pour cela que je ne suis pas un politicien. Vous voulez dire que vous regrettez? Je ne regrette pas, mais ça a été une leçon et c'est une expérience pour moi. De comprendre les gens, les hommes, les femmes, et quand il y a une lutte, et après la victoire, maintenant, la mission, les rôles, je crois que... On va en parler. Voilà, je pense tout simplement que les militaires ont tout simplement, en tout cas, confisqué la lutte du M5RP. Okay. Voilà, c'est ça la triste réalité. Okay. Maintenant, on va voir un reportage. La manifestation a abouti, comme vous venez de le dire, le 18 août au coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et je vous propose ce reportage-là réalisé par Mohamed Attar Alidou et on va revenir après. 18 août 2020, 18 août 2021, un an jour pour jour que le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta tombait. Oui, la rue a eu raison de la tête du président Ibrahim Boubacar Keïta. La contestation populaire qui ne faiblit pas a été parachevée par l'action des militaires. Le CNSP, Conseil national pour le salut du peuple, voit le jour.
Ainsi, le journal Le Ogon et le site Malikile reviennent sur le film de la journée du jour et titre rétrospective sur la chute de Ibeka, cueillie comme un fruit mûr. Du jour 2020, du jour 2021, il y a un an jour pour jour, chutait le régime Ibeka. Aux environs de 14 heures, les militaires se sont dirigés vers le domicile d'Ibeka dans le dessein de l'arrêter. Ce fit sans aucun coup de fusil, révèle le site Malikile. C'est au départ du cortège que des témoins oculaires ont su que le Premier ministre Boubou Cissé avait été arrêté avec son patron, note le journal. Dans la soirée du mardi, Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission et dissout l'Assemblée nationale, précise le Ogon. C'était la fin du régime Ibeka. Le soir de Bamako barre à sa une. Du jour 2020, du jour 2021, la transition à un an. Que faut-il en retenir? Le journal interroge la transition et cherche des réponses surtout sur le volet sécuritaire. Un an après la chute de Ibeka, l'insécurité règne dans les localités de l'intérieur du pays alors que les autorités tant militaires que civiles se livrent à une guerre de tranchées dans le microcosme Bamako. Le journal souligne, je cite, cette question sécuritaire à laquelle il faut trouver des réponses pour organiser des scrutins sur l'ensemble du territoire national reste entière après un an de transition. Pour sa part, le quotidien Les Échos pointe à sa une. Rétrospective en un du départ Ibeka, le changement tarde à venir. Dans un entretien accordé à Cheikh Oumar Sissoko, figure emblématique du M5 RFP, le cinéaste revient sur l'idéal du M5 RFP et dénonce, je cite, la nécessité de la lutte contre ce régime mafieux était une exigence. Forfaiture, parjure, violation constante des fondements démocratiques, corruption et détournement étaient la marque de ce régime. Fin de citation. Un an après la chute du président Ibeka, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Pour le quotidien Nouvel Horizon, l'Eldorado promis reste toujours attendu par le peuple malien. Donc, vous venez de voir, c'est le reportage réalisé sur une année de la chute du président Ibeka. Monsieur Dimon, dites-nous, le 18 août, c'était la chute du président Ibeka. Mais est-ce que vous croyez à cette lutte? Est-ce que vous croyez que vous allez parvenir à vraiment mettre fin au régime d'Ibeka? Vous savez, c'est un don de Dieu. Je ne suis pas... Je n'ai pas un mérite, c'est un don de Dieu. Mes propos se réalisent. C'est pour cela qu'on me craint. Je pense que j'ai dit ici à son temps qu'il partira. Oui. Et il est parti. J'ai eu à dire ici qu'il faut croire au destin de l'imperturbable patriote Assimi à la tête de l'État. Ça s'est réalisé. Oui. Donc, c'est vraiment un don de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, il faut prier. Avant de parler d'aujourd'hui, est-ce que vous, à ces moments-ci, l'objectif, c'était vraiment le départ d'Ibeka, puisque tout à l'heure, vous parliez du mémorandum. Est-ce que ce mémorandum, s'il était accepté par le camp d'en face, est-ce que aujourd'hui, on allait être peut-être avec le président Ibeka, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez qu'avec ce mémorandum, on pouvait échapper au coup d'État? Quand vous avez l'État, en tant que, comme il était Ibrahim Boubacar Keïta, constitutionnellement, il était le président de la République, chef de l'État, chef suprême. Donc, il a l'État. Si ce n'est pas la volonté de Dieu et du peuple, on ne peut pas arriver à un résultat tel que porté par le peuple à travers la lutte du Troïka qui est devenu M5. Okay. Vous posez la question, est-ce qu'on croyait à la lutte? Non, pas à la lutte, mais au départ du président Ibeka. Oui, mais j'ai été la première personne, avant tout le monde, sur un média, peut-être que vous m'obligez à donner le nom, sur un média de la place, de demander au peuple malien de sortir pour demander la démission de Ibeka, bien avant le Troïka. Est-ce que ce n'était pas pour intimider? Non, moi je ne suis pas dans les bluffs. Je suis un croyant. Parce que ceux qui parlent et qui font autre chose ne parlent pas avec le cœur. Mais moi, je parle avec le cœur, tout en, bien sûr, la raison. Parce que, vous savez, entre la spiritualité et le machiavélisme, c'est comme le ciel et la terre. Parce que le machiavélisme, c'est la fin, justifie les moyens, ou inversement. Donc, alors que la spiritualité, c'est de faire un travail bien fait, irréprochable, mais que la conviction doit être portée par une volonté noble de servir. Il s'agit de servir le peuple. Ce n'était pas un problème d'Ibrahim Boubacar Keïta en tant que tel. Mais à un moment donné,
nous avons cru qu'il fallait démocratiquement lui demander de démissionner et pour que le pays ne tombe pas. Et si Ibrahim Boubacar Keïta avait pris le devant, en essayant de dissoudre l'Assemblée nationale, de prendre un premier ministre de consensus, mais il n'y avait plus de raison de contestation. Et malheureusement, vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous avez toujours des partisans, des courtisans qui vont vous dire non, il ne faut rien céder, ils sont ceci, ils sont cela, ils vous poussent. Est-ce dire que le président Ibeka était mal conseillé? Vous savez, tous les pouvoirs finissants sont mal conseillés. Parce que malheureusement, nous avons une culture de servir des intérêts et non l'intérêt du peuple. Même si tout le monde tient, oui, c'est l'intérêt du peuple, mais en réalité, on sert les hommes et non le peuple. Si on servait le peuple depuis l'indépendance, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc pour moi, à un moment donné, nous avons tous fauté. Oui. Mais des rôles différents parce que d'autres étaient les dirigeants, d'autres servaient à travers des personnes. Mais la lutte qui en réalité qui a fait partie d'Ibrahim Boubacar Keïta, je crois que c'était le désespoir. Parce que le pays brûlait, l'argent était détourné, les Maliens se demandaient qu'est-ce qui nous arrivait. Et donc on a demandé sa démission, ce qui est d'ailleurs légal démocratiquement. Malheureusement, il y a eu un troisième larron, le CNSP, est venu alors dire qu'ils sont venus parachever la lutte et ils ont confisqué le pouvoir aujourd'hui. Donc pour vraiment répondre directement à votre question, je pense que si je croyais à l'aboutissement de cette lutte, sinon je n'allais pas m'engager. Okay. Maintenant, le M5-RP qui était en fait le meneur de cette lutte-là, les citoyens l'avaient cru assez structuré, mais depuis l'avènement de la chute du président Ibeka, nous avons vu qu'il y a eu des querelles de positionnement, des problèmes de leadership, et maintenant on voit que le M5-RP est aujourd'hui en lambeaux. Qu'est-ce qui a causé cela, selon vous? Moi, je pense que j'ai été le premier à dire que le M5 est mort de sa belle mort, qui a fait le tour du monde. Oui, je pense que, la formule. Oui, mais aujourd'hui, on cherche comment l'enterrer dignement. Sinon, sa mort quand même cérébrale est évidente. Maintenant, la question, c'est que est-ce que le M5 a servi à quelque chose? C'est ça ce qui doit être la question pour les historiens, pour tous ceux qui ont souci de pays. Moi, j'ai dit oui, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'impasse. Mais est-ce que le M5, c'est-à-dire la dislocation du M5, est-ce que c'était prévisible juste après la chute du président Ibeka? Moi, je ne peux pas le dire parce qu'en le disant, je risque de réveiller les vieux démons. Parce que ça, c'est déjà derrière moi, puisque j'ai été un acteur majeur. J'ai été le premier à rejoindre, en tout cas officiellement, les militaires. Parce que j'ai cru qu'ils sont au-dessus de la mêlée et qu'ils peuvent aider, comme Amadou Toumani Touré a fait à son temps, mettre tout le monde d'accord et qu'il y ait une transition réussie et des réformes nécessaires que les partis politiques ne vont pas s'attendre et qu'ils pouvaient le faire au nom vraiment de leur statut parce qu'ils ne sont pas partisans et donc il fallait les aider, les soutenir. Et je crois que, comme dit, les révolutions bouffent ses fils. Oui. Et à un moment donné, mes prises de position m'ont mené en prison, je ne vais pas revenir sur ça. Je pense que honnêtement, ça ne pouvait plus continuer parce que c'était une lutte hétéroclite et qui n'était pas structurée pour la gestion du pouvoir, mais qui était une lutte de contestation du pouvoir. Donc vous l'assumez, le M5 n'était pas prêt pour la gestion du pouvoir. Mais il n'y avait pas, s'il y avait, après que Ibrahim Boubacar Keïta soit parti, mais c'était les M5 qui devraient fixer les règles du jeu. Mais comment, avec tout ce temps, avec tous ces leaders-là, vous n'avez pas pu penser déjà aux stratégies au cas où Ibeka allait partir? Vous ne pouvez pas avoir de stratégie de gestion parce que la manière dont Ibrahim Boubacar Keïta est parti, moi en tout cas, je ne connais pas les autres, mais moi je ne savais pas que les militaires allaient intervenir. Pour nous, nous sommes des démocrates. On conteste les régimes démocratiques jusqu'à ce qu'ils démissionnent ou il y ait une négociation politique d'une gestion de transition, en tout cas démocratique. C'était en tout cas le chemin que nous étions. Mais puisque les militaires même sont venus pour alléger la souffrance du peuple, pour arrêter les tueries du 11-12, que moi-même j'étais enfermé, je pouvais même mourir, contrairement à ce que les gens pensent. Le 11, le 12, moi j'étais dans les toilettes vraiment où je pouvais mourir. Donc pendant 2 jours, pratiquement, je n'ai ni mangé ni trouvé à boire. Donc du coup, tout ça a été fait pour un idéal. Et quand les militaires sont venus, les discours qu'ils ont tenus,
a été le contraire de ce qu'il faut. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Nous écoutons, on nous parle voilà, que tout le monde doit porter le boubou de Modibo Keïta, tout le monde doit aller à l'école de Modibo Keïta, on nous parle de je ne sais quoi, à bas la CEDEAO, à bas la France. Mais c'est quand les M5 n'étaient pas sortis pour dire à bas la CEDEAO, à bas la France. Les M5 est sorti pour demander la bonne gouvernance, pour mettre fin à une gestion oligarchique clanique et qu'il y ait vraiment des élections transparentes et de faire l'audit de toutes les malversations. Et le peuple était en phase avec ça. Mais aujourd'hui, il y a maintenant des poignées d'hommes soutenus par les militaires qui veulent nous imposer une pensée unique. Et donc, malheureusement, moi, je pense que le combat a été confisqué parce qu'aujourd'hui, le discours qu'on a voulu, ce discours ambiant-là, vient de montrer ses limites. Le combat a été confisqué. Est-ce que ce n'est pas aussi dû en quelque part à votre position, à votre organisation? Parce que vous avez dit que vous avez été l'un des premiers à rejoindre les militaires. Et après vous, d'autres aussi l'ont fait. Bien sûr, vous n'étiez plus là. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que peut-être c'était un problème d'intérêt personnel au lieu d'un problème d'intérêt public? Parce que vous, lorsque vous étiez là, il y avait d'autres là qui étaient en train de contester. Et après, ceux-ci sont là au pouvoir et ils ne parlent plus. Mais c'est vous qui contestez maintenant la gestion. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas un problème d'intérêt personnel au lieu d'intérêt public? Je ne conteste pas la gestion. Je conteste le principe. Parce que moi, quand je contestais, j'étais dans les affaires. Quand on me prenait pour me mettre en prison, j'étais quand même le 4e vice-président du CNT. Donc on ne peut pas dire que je contestais parce que je n'étais pas dedans. Ceux qui me diraient aujourd'hui, c'est eux qui contestaient parce qu'ils n'avaient rien. Oui. Mais moi, j'ai contesté quand j'avais quelque chose. Donc pour moi, c'était une lutte de principe. Et je l'ai dit que ça a été une espérance pour moi de mieux connaître les hommes et les femmes, qu'ils soient militaires et civils. Donc je ne regrette rien, l'avenir est radieux. Oui. Et donc je crois vraiment que le maire est devant parce que le peuple commence à comprendre aussi les enjeux et à comprendre qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à tromper le peuple. Okay. Justement, parlant du peuple, ce peuple-là croyait en vous et en votre lutte. Aujourd'hui, 2 ans après la création du M5 RFP, nous constatons toujours les problèmes qui étaient reprochés, les défauts qui étaient reprochés au régime d'Ibeka existent toujours. Est-ce que le peuple, vous n'avez pas quelque part trahi ce peuple-là qui voit toujours les mêmes choses qui se produisaient sous Ibeka se produire maintenant? Oui, mais dans ce cas, il faut mettre les choses dans leur contexte. Si aujourd'hui le peuple se sent trahi aujourd'hui, vous devrez reprocher à ceux qui dirigent aujourd'hui le peuple. Mais vous l'avez... Mais nous avons contesté un système. Nous n'avons pas arrêté Ibrahim Boubacar Keïta. Ceux qui l'ont arrêté sont venus nous dire que c'est pour s'inscrire dans la dynamique de la lutte du peuple, menée par le M5, qui sont venus pour parachever. Les archives existent. Donc, selon vous, ce n'est pas le M5 qui doit traiter ces affaires de corruption, ces détournements de fonds, mais c'est le CNSP. Il y a un pan du M5 qui est aujourd'hui avec certains militaires qui sont aux affaires pour diriger le peuple à son nom, en dehors de la légalité constitutionnelle et en dehors aussi de la légitimité de la transition qui était partie pour 18 mois, que tout le monde avait accepté et qui a été aussi endossé par la communauté internationale. Et malheureusement, on est sorti de ça. On s'est trouvé d'autres astuces pour nous parler des refondations. Et quand j'ai dit qu'il ne faut pas se mettre à dos avec le monde, la communauté internationale, ça m'a mené en prison, je ne vais pas revenir sur ça. On a parlé de 6 à 5 ans. Mais c'est dans un pays qui a une histoire démocratique de trentaine d'années, dans un pays qui a la République pendant 60 ans, comment on peut parler de la gestion d'un pays de 6 à 5 ans? Ça va s'adosser sur quel support juridique? Et de 6 mois à 5 ans, on vient de dire 4 ans, ensuite on parle 3 ans, ensuite on parle 2 ans incompressibles, ensuite on est en train de compresser avec fort pour trouver un arrangement avec CEDEAO et les informations que tout le monde a. Oui. Je pense que c'est dire qu'il y a un accord probable d'ici le 4 juin, entre 16 et 18 mois, à compter du mois de mars. Donc le peuple se pose la question, pourquoi tout cela est pour aller finalement accepter ce que la CEDEAO avait demandé dès le départ. Donc je suis peiné et vraiment attristé de constater que j'ai eu raison très tôt, même si c'est là je ne m'en réjouis pas,
parce que c'est mon peuple qui souffre. C'est un tort vraiment d'avoir raison très tôt. Malheureusement, pour être un leader éclairé aussi, il le faut. Ok. Maintenant, on va revenir jusque-là au M5 et au CNSP. Vous dites que cet échec-là, s'il faut vraiment donner la paternité de l'échec de la transition, faudrait-il le donner au M5 ou au CNSP? Vu que vous dites que c'est le CNSP qui a achevé la lutte. Je dirais honnêtement, si je dois être honnête avec moi-même, nous sommes tous coupables de l'échec. Parce que sans cette sortie du Troïka, ensuite demander la démission de IBK et sortir le peuple pour contester le régime, ce que le CNSP a fait, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont confisqué la lutte du peuple. Donc, nous sommes tous responsables parce que si nous n'avons pas pu gérer d'une façon, je ne dirais pas, je ne vais pas jusqu'à dire ça, mais avec dextérité, je pense que nous devons assumer notre part de responsabilité. Mais il faut qu'on situe aussi, d'une façon responsable, les parts de responsabilité. Parce que ceux qui ont des convictions sont restés quand même, malgré les aléas, sont restés cohérents. Et ceux qui voulaient juste être associés à la gestion du pouvoir ou bien avoir des parcelles du pouvoir, je crois que c'est eux qui ont tenu des triples discours. Nous n'avons pas varié, mais à un moment donné, vous savez, quand vous êtes à un certain niveau de responsabilité et d'information et aussi de contact réel, souvent il n'est pas évident que la masse laborieuse puisse comprendre le discours. Mais avec le temps, c'est normal et qu'aujourd'hui que le peuple, dans sa grande majorité, a compris que bon, on les a vendus du beurre. Et quand vous mettez du beurre au soleil, mais ça va, ce qui va se passer, tout le monde le sait. Très bien. Avec les tournures compris les choses, est-ce que vous, en toute sincérité, vous pouvez nous dire que vous regrettez d'avoir pris part à ces renversements de régime? En toute sincérité, est-ce que vous regrettez ou bien vous croyez que c'était légitime? Non, nous, on n'est pas sortis pour demander de renverser le régime. Je crois que moi, je suis un démocrate. Regardez tous les papiers, tous les discours, nulle part nous avons parlé de renversement. Nous avons parlé de démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. C'est ce que nous avons signé. Mais ça s'est passé autrement quand même. Oui, mais parce que si un troisième larron est venu, mais qui était venu avec vraiment un discours patriotique, et qui vous a charmé. Que moi, j'ai même adhéré, et que je l'ai soutenu, de bonne foi. J'ai été victime, mais je l'assume, je dois l'assumer, parce que je n'ai rien à me reprocher. Parce que le sens de la lutte que le peuple a consenti, le sacrifice, c'était qu'on gère le Mali autrement. Et tout le monde est d'accord qu'il faut gérer le Mali autrement. Mais aujourd'hui, on est dans l'impasse. Et cette responsabilité est collective. Donc, monsieur, vous, en tant que monsieur Jim, vous ne regrettez rien de tout ce qui se passe? Non, je regrette le fait que IBK est parti, mais malheureusement, nous n'avons pas pu trouver les voies et moyens pour donner la chance à notre pays d'émerger. Parce que moi, c'est ma conviction en tant que démocrate qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la République, à la laïcité de l'État. Cela ne peut pas être une confiscation de pouvoir militaire. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui s'est dit aujourd'hui est tout à fait le contraire de la Constitution. Et au risque de s'aventurer, on va vous chercher des articles à travers vos propos pour vous embastiller ou bien aller vous enfermer. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de débat contradictoire. Il n'y a pas d'espace démocratique. Aujourd'hui, c'est la baïonnette. C'est tout. Que faudrait-il faire pour vraiment changer la tendance? Mais la tendance va changer, forcément. Que faudrait-il faire? Parce que le peuple restera le seul et le véritable détenteur du pouvoir. Parce que le peuple va réclamer la démocratie, la constitution, la bonne gouvernance et des élections pour que, enfin, nous ayons un président démocratiquement élu. Mais bizarrement, ce n'est pas ce que le peuple demande aujourd'hui. Si, c'est ce que le peuple voit veut. dans les rues. Non, ce qu'on fait de la rue, c'est-à-dire que ça, c'est le système de pensée unique. C'est de propagande. Ce qu'on dit, ce n'est pas la vérité. Parce que si vous ne soufflez pas dans cette trompette, on va vous enfermer, ou on va vous empêcher à fuir, ou bien on va vous terroriser. Sinon, ça, c'est pas... Aucun peuple ne veut se trouver dans une situation d'être heureux. Regardez, demandez au peuple malien aujourd'hui, est-ce qu'ils sont heureux de leur quotidien? Mais ils vont vous dire le contraire de ce que vous êtes en train d'avancer. Nous sommes
Presque à la fin de l'émission, je vais vous poser une dernière question. Je vous en prie. Vu l'avènement, vu les tournures, tout ce qui s'est passé de l'avènement du M5 RP à la chute du président Ibeka jusqu'à aujourd'hui, s'il faut en faire un film et lui donner un titre, qu'est-ce que vous, M. Dim, vous allez donner comme titre à ce film-là? Les coups bas, les trahisons? Moi, je dirais tout simplement que le Mali doit rester un et indivisible dans la logique de trouver sa voie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que le Mali de 1960-68, nous avons pris un chemin qui n'a pas abouti. Et quand le président Moussa Traoré était lieutenant est venu, il a parlé de 6 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'est trouvé avec 23 ans de pouvoir militaire, CMLN et puis ensuite l'IDPM. Ensuite, le mouvement démocratique est venu, c'était pour restaurer la dignité, la démocratie. Et malheureusement, on a fait chasser un président démocratiquement élu. Et il y a des jeunes officiers aujourd'hui qui veulent confisquer le pouvoir. Je pense que s'il faut un titre, moi je dirais tout simplement que le Mali est à la recherche de savoir. Le Mali est à la recherche de savoir. Ça va être le dernier mot, la dernière phrase de cette émission. Notre invité était M. Issa Kaoudim, président de l'ACRT Faso Kawele. Il fut aussi membre fondateur du M5 RFP. M. Dim, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et je profite aussi pour vraiment, pas pour vous jeter des fleurs ou en tout cas vous... non, je pense que vous êtes un média sérieux, un média qui distribue la parole, qui est regardé et écouté au Mali et au-delà. Permettez-moi de saluer tous vos téléspectateurs, vos auditeurs, les Maliens présents au Mali et à l'extérieur, et vous souhaitez vraiment bonne continuation. Merci beaucoup vraiment M. Kaoudim, et ça fait plaisir, et aussi c'est une responsabilité de notre côté que nous devrons faire tout mettre en œuvre vraiment pour pouvoir relever. Merci vraiment d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir